Bienvenue à tous. Merci d'être présents pour cette deuxième remise des prix du trophée Nextcom. C'est un trophée qui récompense les actions de communication et de marketing des entreprises de moins de 50 salariés qui sont dans la région Hauts-de-France et qui ont mené une action de communication depuis octobre 2017, donc la date du dernier salon Connext. Place de la communication, c'est le premier réseau des professionnels de la communication, du marketing et du digital. On est présent dans toute la région Hauts-de-France et on réunit plus de 450 professionnels du domaine. Et nous organisons des événements tout au long de l'année. J'ai le plaisir d'être accompagnée par Magali Foss, qui est membre du jury et qui va se présenter. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Magali Foss. Je suis fondatrice de Dessine-moi un réseau qui accompagne les professionnels qui veulent travailler leur réseau relationnel pour faire travailler le bouche à oreille. Mais je suis surtout là aujourd'hui en tant qu'adhérente de Place de la Communication et membre du jury. Alors, on a le plaisir de recevoir 3 finalistes qui ne sont pas représentatifs du podium. On a tout d'abord Amandine Dupont, qui est directrice fondatrice de l'agence Dupont et Dupont. Alors, est-ce que vous pouvez présenter votre structure ? Bonjour à tous. Alors, la structure, en fait, l'agence Dupont et Dupont est une agence de relations presse et d'influence, et de marketing d'influence qui plus est. J'aide en fait les marques et les entreprises à exister au travers des médias de façon assez cohérente et digitalisée, et notamment aussi en parallèle avec des campagnes d'influence créative montées avec des influenceurs, blogueurs, dans plusieurs domaines, que ce soit lifestyle, food, mode, déco. Et voilà. Merci Amandine. On accueille ensuite Olivier. Bonjour. Donc moi je suis le directeur et le fondateur d'une agence d'ergonomie digitale qui s'appelle Wexperience, qui a été créée il y a 8 ans et donc qui accompagne en fait essentiellement beaucoup de e-commerçants, de grandes sociétés privées sur l'optimisation de leur expérience utilisateur sur ordinateur, sur mobile et sur tous les canaux digitaux en fait. Merci. Et ensuite on accueille Sébastien Cellier. Bonjour à tous. Alors moi je représente l'association Signes de Sens qui est basée ici à Lille. On est une quinzaine en fait dans l'association et notre métier depuis une quinzaine d'années c'est de concevoir en fait des solutions pédagogiques qui vont permettre de rendre accessible en fait l'information, la culture, les apprentissages aux personnes qui sont porteuses d'un handicap cognitif, sensoriel ou psychique. Très bien, merci. Alors je vous propose qu'on présente tout de suite les 3 candidats sur leur projet. Donc on avait tout d'abord le projet Nord Conversion D pour l'entreprise Wexperience. Alors c'est Wexperience, je sais que c'est très dur à prononcer. Un jour on va changer de nom. Le Nord Conversion D, c'est un événement qu'on organise chaque année. Donc là, c'est la 4e édition. On en organise une nouvelle édition en 2019. En fait, c'est un événement qu'on a imaginé pour faire la promotion de notre entreprise et pour parler de notre métier qui est pas que l'ergonomie, mais vraiment la conversion digitale. C'est un enjeu extrêmement important pour beaucoup d'entreprises de la région en VAD, en retail, etc. Et donc, l'événement a pour principe tout simplement de rassembler plusieurs entreprises autour d'une même thématique et de faire des conférences autour de cette thématique. Donc, chaque année, on va rassembler 10, 12 ou 15 entreprises. Le principe veut aussi qu'on le fasse dans un lieu emblématique de la région. On l'a appelé Nord Conversion D parce qu'on voulait que les gens dans toute la France entendent parler du Nord. Et donc, on a fait l'événement une fois au stade Vélodrome de Roubaix, une fois à la piscine de Roubaix. On a été à la CCI de Lille l'année dernière, donc pour 2018, enfin c'était cette année en fait. Et on sera à Euratechnologie, évidemment, je dis évidemment, mais c'est parce que c'est un peu incontournable dans le digital d'être à Euratechnologie l'année prochaine. Et puis un des autres principes de cet événement, c'est qu'il soit extrêmement convivial, donc on essaie vraiment de se démarquer en termes d'organisation, en rendant l'événement plus chaleureux peut-être que ce qu'on trouve la plupart du temps, alors beaucoup sur des salons à Paris notamment. Donc par exemple l'année dernière pour augmenter la convivialité on avait tiré 450 Wex Beer, donc des bières Wexperience auprès, je vais leur faire de la pub, auprès du Singe Savant qui est un brasseur local.
voilà, c'est ce genre de petits principes qu'on met en œuvre pour accueillir nos visiteurs. Et donc, on arrive à rassembler jusqu'à 450-500 personnes en une journée sur ces sujets-là. Merci, je vous propose qu'on voit en image le projet. On peut applaudir ce projet. Olivier, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel était l'objectif de cet événement et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de l'organiser? Alors, il y a plusieurs objectifs, honnêtement. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, puisque ça a été créé il y a 5 ans, il y avait un double objectif. Un, qui est faire la promotion de notre société, ça c'est un peu le principal but. C'est aussi de faire connaître un métier qui est très innovant, l'expérience utilisateur. On en parle beaucoup depuis 1 ou 2 ans, mais nous on a commencé il y a 8 ans, c'était très très dur d'en parler. Et donc j'avais vraiment envie que les gens des grandes sociétés de la région puissent en savoir plus sur tout ce qu'il y a à savoir sur ce domaine-là. Donc on continue chaque année à prêcher en fait la bonne parole de l'UX, parce que c'est un métier qui est essentiel, qui est très développé dans les pays anglo-saxons et sur laquelle la France est un petit peu en retard. Et il y avait un troisième enjeu qui était vraiment très important pour moi, c'est aussi faire rayonner la région en fait par rapport au reste de la France, sachant qu'on est dans un domaine où, comme toujours, hein, tout le poids se trouve à Paris. Le Nord a quand même un poids énorme, c'est pour moi la deuxième région de France qui parle de digital marketing, et je pense qu'on ne le sait pas assez en fait dans le reste de la France. On n'a pas toujours une très bonne image de marque, c'est comme ça. En tout cas, ça a peut-être changé, mais parce que moi je suis parisien d'origine, hein, donc quand je suis parti de Paris, j'avais pas une bonne image de marque du Nord. Mais en tout cas, c'était aussi un des enjeux, et notamment aussi le fait qu'on ait choisi Roubaix au départ, même si on a changé pour Lille. C'était très important parce que, pareil, on est très attaché à la ville de Roubaix, où on a nos bureaux actuellement. On sait que c'est une ville très difficile économiquement, mais il y a quand même des très belles réussites, hein. Il y a OVH notamment, il y a la Redoute qui renaît de ses cendres. Et donc, on trouvait aussi que c'était important de pouvoir faire connaître des lieux de Roubaix à des gens qui ne connaissaient pas la région. Et je peux vous dire que notamment quand on a fait l'événement à la piscine, les gens étaient mais vraiment stupéfaits. Enfin, ceux qui ne connaissaient pas, ils étaient stupéfaits, ils ne connaissaient pas le lieu, ils ont adoré. On leur a fait visiter la piscine, on leur a donné des gaufres mertes. Donc voilà, c'était parfait, quoi. Ça aussi, c'était un enjeu. Alors tu le dis toi-même, vous n'êtes pas une agence de communication et pourtant au bout de la 4e édition du Nord Conversion Day, vous êtes devenu une référence. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le dispositif de communication que vous avez mis en place pour devenir cette référence? Ouais, alors en fait, tout part d'un blog que j'ai créé il y a 10 ans, même plus. C'était en 2006, donc ça fait plus que ça encore, qui s'appelle Capitaine Commerce, qui était un blog dédié au commerce électronique, qui a eu une très très bonne notoriété, et en fait qui a donné notre ADN de communication à Wexperience, qui est mon agence. En fait, aujourd'hui, nous, on communique uniquement à travers la production de médias, énormément de contenu écrit, de contenu vidéo. On fait beaucoup de conférences. Et en fait, petit à petit, on a tissé un réseau comme ça sur les médias sociaux qui nous permet de communiquer très facilement. En fait, on a une puissance de feu assez forte pour une petite société comme la nôtre, grâce à ce blog en fait au départ. Et c'est ça qui nous permet de créer un événement comme ça. Après, il y a aussi sans doute le fait que l'événement se passe plutôt bien, qu'on essaie de
créer de faire des conférences avec nos partenaires qui soient quand même qualitatives, avec un vrai contenu et non pas trop un contenu commercial. Voilà, c'est peut-être ce qui explique un peu le succès de cet événement. Très bien, merci. Merci. Sébastien, donc le projet de la lecture sous toutes ses formes, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Alors effectivement, Signe de Sens a mis en place en fait avec Cultura France, a testé, prototypé un rayon édition adapté en fait dans 2 magasins, dans un magasin à Puylleborough à côté de La Rochelle et à Neuville-en-Ferrain, au centre commercial Promenade de Flandre. Et en fait, tout ça rentre dans l'un de nos programmes d'action. On a plusieurs programmes d'action au sein de l'association. Et ce programme, en fait, c'est la promotion de l'édition adaptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment rendre accessibles des livres en fait, qui vont s'adapter à différents types de handicap. Alors, on connaît bien sûr les livres en braille, mais il y a toute une série de livres également qui correspondent, qui peuvent répondre aux besoins des enfants qui ont des troubles 10, des livres pour les enfants sourds, des livres également pour vraiment l'ensemble des handicaps. Et il se trouve en fait que cette offre-là, elle n'est pas très connue. On est nous-mêmes éditeurs, hein, mais voilà, on édite des jeux et des livres, mais c'est pas très connu. Et c'est une œuvre en fait qui est quasiment exclusivement distribuée sur le web, ce qui est un peu un comble quand on sait que c'est important pour choisir un livre de pouvoir le toucher, d'autant plus quand on a un handicap, pouvoir l'appréhender, le feuilleter, etc. Et donc du coup, le partenariat avec Cultura, petit à petit, est devenu en fait finalement une prestation. On a conçu pour eux ce rayon avec 200 références à disposition. Et on a construit également un événement qu'on a appelé le mois de l'édition adaptée, la lecture sous toutes ses formes, avec 2 enjeux importants. D'une part, les livres à disposition, mis dans une tête de gondole pour le coup, et puis toute une série d'événements sur la découverte de tel ou tel type de handicap, avec finalement vraiment un rapprochement des missions et des valeurs, puisque Cultura se désigne lui-même comme étant acteur ancré en fait, dans son territoire. Donc tout ça a été très très positif parce que voilà, les familles finalement qui venaient avec leurs enfants trouvaient des livres à disposition, ont pris connaissance de livres dont elles n'avaient pas connaissance. Et donc du coup, c'est très encourageant puisque là, Cultura a signé pour le déploiement de l'offre dans une dizaine de magasins, sachant qu'il y en a 80 en France et l'objectif d'ici 2 ans, c'est de couvrir tous les magasins. D'autres distributeurs en fait s'intéressent à la démarche. Et pour construire tout ça, on travaille chez nous sur une démarche de design de service en fait. On a vraiment d'abord prototypé en associant des professionnels du handicap, des enseignants spécialisés, des psychologues, des ergothérapeutes, pour justement réfléchir ensemble à comment rendre ce rayon accessible et quel livre y mettre. Et puis, une fois qu'on a conçu ce rayon, on a lancé cette expérimentation, cette opération de communication qui a été vraiment un succès. Et donc, on espère que c'est le début d'une grande promotion, en tout cas de l'édition adaptée. Très bien, je vous propose qu'on voit quelques images du projet. Le projet d'entreprise Cultura, c'est vraiment de rendre la culture accessible à tous. Et donc là, avec le partenariat avec Signe de Sens, on y répond complètement. Ce partenariat avec Cultura, il est très important pour nous parce que finalement, Signe de Sens, c'est une promesse d'accessibilité pour tous. C'est l'occasion de permettre à chaque famille de trouver des livres pour tous ses enfants, pour leur permettre de grandir, de se découvrir, d'apprendre, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Alors, concrètement, en magasin, l'édition adaptée, ça se traduit par une implantation d'1 mètre linéaire en permanent, environ 200 titres, classés par typologie d'adaptation. Alors on trouvera du facile à lire et à comprendre, de l'adaptation pour les dyslexiques ou encore des pictogrammes. On vient exprimer des segments qui n'étaient pas forcément travaillés avant chez Cultura. Par exemple, comme l'édition adaptée. Il y a des choses qu'on propose sur le magasin de Neuville-en-Ferrain qui n'est pas proposé dans d'autres magasins. On s'est posé la question comment répondre aux questions des parents et des enfants et toutes les autres formes d'apprentissage dans un même espace. J'ai beaucoup de parents qui viennent parce que leurs enfants ont un trouble et c'est maintenant pris de plus en plus tôt. Donc les parents sont très investis et ils demandent de l'aide en fait. Aujourd'hui avec Cultura, j'ai découvert un nouveau moyen pour aider mon petit garçon, des livres adaptés sur la dyslexie, chose que je n'avais pas vue jusqu'à présent. On
voilà quelques images du projet. On peut l'applaudir. Merci. Alors, Signe de Sens est une association et ce projet est votre initiative. Est-ce que tu peux revenir sur les moyens humains et financiers que vous avez mobilisés pour mener à bien ce projet? Alors en fait, ça a vraiment, on parle beaucoup de co-construction, mais on a vraiment co-designé en fait ce rayon avec les équipes de Cultura, avec des professionnels du handicap, comme je le disais, et de l'éducation, et puis notre équipe. Pour financer tout ça, au tout départ du partenariat, la Fondation Cultura s'est impliquée. Et puis finalement, en travaillant ensemble, on a fait connaissance. Et puis finalement, le partenariat s'est transformé en prestation. Donc Cultura a payé en fait pour mettre en place ce rayon édition adaptée et toute l'opération de communication qui est autour. Nous, on a bien sûr activé notre réseau. Il faut savoir que nous, on joue vraiment un rôle d'agrégateur et d'animateur au milieu d'une communauté de professionnels du handicap, de la culture, de l'éducation, administration et entreprise. Et donc, en activant l'ensemble de notre réseau et en associant bénévolement en fait, des professionnels, on a pu créer en fait, tout ce rayon. Mais effectivement, sans le soutien de Cultura et sans l'investissement de Cultura, ça n'aurait pas été possible. Ce qui est important pour nous, associations, c'est vraiment de voir que les modèles sont en train de converger, en train de se rapprocher, et que finalement l'économie sociale et solidaire, quand elle s'associe avec le marché, elle monte en puissance et elle met à disposition du marché des choses qui, jusqu'à maintenant, sont malheureusement encore trop confidentielles. Donc ce levier-là, pour nous, il est fondamental, et puis également pour Cultura. Et c'est en ça, en fait, que ce partenariat est une vraie rencontre. Merci. Merci. Et donc la troisième finaliste, donc Amandine, est-ce que tu peux nous parler de ton projet My Story, My Cocktail? Oui, alors je suis ici sous le nom de mon agence, mais aussi avant tout pour mettre en lumière un de mes clients, qui sont les cafés Méo. La demande des cafés Méo a été qu'ils n'avaient jamais fait de marketing d'influence, donc jamais travaillé avec les influenceurs, ni les blogueurs. Influenceurs notamment plus sur Instagram, les blogueurs ont un contenu plus rédactionnel. Et l'objectif en fait était d'augmenter un peu le trafic dans la boutique de la Grand Place de Lille. Donc le coffee shop que vous voyez à la Grand Place propose quand même une gamme de produits assez large avec des cocktails de café assez innovants, des sirops à la noix de coco, etc. Et j'en passe. Il y a une gamme assez large et on n'y vient pas assez en fait. C'était ça la problématique et on s'est posé la question de se dire comment on va pouvoir travailler avec les influenceurs une mécanique créative qui va créer et du trafic en boutique et de la visibilité notamment aussi sur les réseaux en région. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a du coup sélectionné 4 profils, on a activé 4 influenceurs, 2 dans la région lilloise et 2 qui venaient quand même de Lyon et de Paris. Donc l'objectif était vraiment régional, mais cependant on a fait une répercussion nationale. Les 4 blogueurs ont pu en amont tirer au sort de leur communauté de personnes, ce qui allait créer 4 équipes. Et en fait, tout simplement, on a mis ces 4 équipes derrière le bar, on leur a laissé 1 heure pour recréer un nouveau cocktail qui allait rester 6 mois à la carte. À savoir qu'en fait, cette compétition du coup digitale, qui était physiquement chez les cafés Méo et aussi retranscrit en direct sur les réseaux, non seulement de la marque, mais aussi des 4 influenceurs, nous ont permis en fait d'offrir une jolie visibilité et aussi une stratégie créative un peu plus élaborée, puisque les influenceurs, on les a vraiment fédérés, on a co-créé en fait avec eux. Ce qui nous a amené à une opération d'une envergure de plus de 200 000 personnes en fait, impactées sur la campagne. D'accord, très bien. Je vous propose qu'on regarde en vidéo le projet.
Alors, on le voit sur la fin de la vidéo, les chiffres sont assez impressionnants. Est-ce que tu peux nous redire combien de temps a duré l'opération et comment on anime du coup un projet avec une stratégie d'influence? Alors, le positif en fait, du marketing d'influence, c'est qu'en fait, on a un impact avant, pendant et après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'événement et la diffusion qui va permettre, entre guillemets, de faire un petit peu de bruit auprès de la marque. Souvent, il y a une communication en amont où en fait, on demande aux influenceurs de faire un peu de teasing, en fait, d'expliquer ce qu'ils vont faire et on l'explique aussi sur la marque. Donc ça s'est pris 10 jours avant. Donc 10 jours avant, on demande aux influenceurs de commencer à parler en disant voilà, tel jour, on va se rejoindre, on va se regrouper pour faire un événement et on ne dit pas bien sûr ce que c'est. Ensuite, il y a pendant l'événement, donc l'événement a duré le temps d'une soirée. Et en fait, le lendemain, on a mis en place, et c'est ça que je ne vous ai pas précisé, un jeu concours en fait sur les réseaux sociaux où en fait il y avait effectivement le jury sur place, donc qui était constitué aussi d'influenceurs dans le culinaire. Donc on avait Eric Delru, chef étoilé, Marc Meurin, Fred Vaucan du Merveilleux. Et surtout, je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après, on a demandé à faire un vote aussi sur Internet, parce qu'il n'y avait pas que le jury qui pouvait lire, mais aussi les communautés, du coup, qu'on a publié la semaine suivante, et du coup, ça s'est étalé sur 10 jours après. Donc au final, on a une opération qui a duré une vingtaine de jours, finalement. Très bien, merci. Avant d'annoncer les résultats, je vous propose de vous présenter le jury de professionnels que je tiens à remercier d'avoir participé à cette 2e édition. Donc on a Adrien Guilleminot, qui est consultant éditorial pour Mister Edit, Jérôme Van Popering, qui est directeur artistique pour Adverto, Aurélie Minguet, qui est responsable communication pour La Pleine Image, Arnaud Delannoy, consultant communication pour Signescence, Grégory Duquesnoy, qui est gérant de Sobot, Renaud Réfugio, qui est directeur de l'école IARTSUP, et Magali Foss, qui s'est présentée juste avant. Magali, est-ce que tu peux nous parler très rapidement des critères du jury pour avoir sélectionné nos 3 finalistes? Oui, alors les critères, c'était essentiellement sur 3 catégories de points. La première catégorie, c'était vraiment sur des critères stratégiques. Quelle est l'adéquation entre le message et les supports qui ont été utilisés et par rapport aux objectifs de communication? La deuxième catégorie, c'est vraiment des critères purement de communication, à savoir, est-ce que le message est compréhensible? Est-ce que l'accroche est forte? Est-ce qu'on attribue facilement l'opération au client, au commanditaire en tout cas? Et est-ce que la proposition est originale et créative? Ça, c'était la deuxième catégorie. La troisième catégorie de critères, c'était vraiment sur l'exécution, sur la qualité de l'exécution du projet, et puis sur la mesure de l'impact de son efficacité. Puisqu'on sait qu'en communication, si on ne mesure pas l'impact, comment savoir si l'opération est réussie? Donc le jury s'est appuyé sur ces trois bases pour évaluer les projets qui nous avaient été présentés. Très bien. Donc je pense qu'il est temps de diffuser les résultats. Magali, je te propose d'ouvrir la première enveloppe pour la 3e place, le 3e trophée Nextcom de cette 2e édition. Alors, le 3e projet à remporter un trophée, c'est Wexperience, qu'on peut applaudir. Alors, pendant qu'Olivier va recevoir son prix, je vous rappelle peut-être pourquoi le jury a récompensé ce projet. À l'origine, il s'agissait d'une opération qui visait à faire connaître une structure, qui encore une fois n'est pas une structure de communication. Et puis le projet qu'ils ont mis en place est un projet de brand content, de stratégie de contenu, qui fait aujourd'hui référence sur le domaine de l'UX et qui a dépassé les frontières régionales pour avoir une envergure nationale. Donc là, l'objectif est largement atteint. Donc bravo à Wexperience. Le 2e prix est attribué à Signe de Sens. Bravo. Alors, ce qui a séduit le jury dans ce projet, c'est finalement
un projet avec un budget relativement modeste, mais surtout qui a su engager à la fois les membres de l'association et les partenaires au point de finalement devenir un partenaire commanditaire d'un objectif de communication. Donc bravo pour l'engagement, et puis la stratégie qui a été mise en place est efficace, maligne, sur un projet qui est duplicable très largement. Donc bravo. Et donc le Le finaliste. suspense est énorme, je n'aurai pas besoin d'ouvrir l'enveloppe. Donc pour le premier prix, nous l'attribuons à l'agence Dupont et Dupont. Ce qui a séduit le jury dans ce projet, c'est vraiment la pertinence de l'action par rapport aux objectifs qui avaient été fixés et les moyens mis en œuvre. Et puis bien sûr, la mesure des résultats. Il y avait une cohérence globale sur ce projet. Et puis ce qui nous a interpellés aussi, c'est que Méo a beau être une entreprise centenaire, ils ont su jouer la carte du digital, de la stratégie d'influence. Ils ont su se renouveler. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas une grosse structure, puisque les cafés Méo, finalement, c'est une ESAS de moins de 50 collaborateurs. Donc voilà, il y a un côté ouvert sur d'autres vecteurs de communication qui a séduit le jury. Merci pour ces très beaux projets différents qui sont très représentatifs de ce qu'est la communication aujourd'hui. On est dans le digital, on est dans le figital, on est sur des projets porteurs de sens également. Donc merci pour ces très très beaux projets. Alors grâce à ce trophée, on a le plaisir de vous accueillir au sein de l'association Place de la Communication, participer à tous nos événements. Et puis on a eu beaucoup de plaisir à organiser cette deuxième édition du trophée. On espère qu'on vous reverra l'année prochaine, puisqu'on organisera la troisième édition du trophée Nextcom. Et puis on espère que vous nous suivrez toute l'actualité de Place de la Communication pour nous retrouver sur nos événements. Merci à tous. Merci à tous.